Bonsoir le Rosec. Bonsoir. Bonsoir les diffuseurs du Québec en entier. Bonsoir. Bonsoir les diffuseurs du Canada, les producteurs, les agents, les artistes. Comment ça va? Je suis ravie, vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse, puis je suis vraiment, pour moi, c'est un grand privilège d'être ici. J'aurai l'occasion de vous le manifester tout au long de cette soirée, ce plaisir-là. Et comme on dit dans ces circonstances-là, que le spectacle commence! Comment ça va? Oh, je suis contente de te voir. Quand la vieille usine prend son envol, le village est mort. Là, ça a comme donné de l'espoir aux gens, je dirais. Fait que là, c'est greffé d'autres projets. Par exemple, on a Pete Caribou, qui est un succès extraordinaire qu'on a ici dans notre cour. Et ces jeunes-là, bon, probablement que ça leur a dit, si eux ont pu faire quelque chose avec rien, on doit être capable de faire quelque chose avec notre superbe idée de faire de la bière gaspésienne. Comment ça se fait une programmation ici à Vieilleville? En fait, comment ça se fait, c'est quand on s'assoit, on pense pas à nous. On se met dans la peau de toutes sortes de nos clientèles. Il y a plusieurs facteurs. Une programmation, c'est extrêmement complexe à monter. Mais on a une chance d'avoir le Rosec. D'abord pour nous faire une présentation sur un plateau de tous les artistes qui vont être disponibles durant l'été ou l'année d'après ou tout ça. Ça, c'est tout le travail du Rosec. Nous, on choisit dans le garde-manger. Comme cette année, on a fait du flamenco, on a fait du chant suédois a cappella, on a fait du blues, on fait de l'humour, on fait de la chanson. J'ai booké aussi un spectacle de magie qui va se passer ici, des shows de jeunesse, n'importe quoi. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Percé, c'est super bon, mais plus que d'activités là-bas, plus que c'est dur de les faire remonter à l'Anse-Beaufils, même si on est juste à 8 km. Fait que ça va être un peu ça l'enjeu, c'est de continuer à avoir un attrait touristique que les gens font comme « wow, ça, il faut qu'on y aille, c'est un incontournable ». Fait que ça va être de diversifier, peut-être d'élargir un peu notre période d'ouverture. Fait que par plein de petites choses comme ça, on espère pouvoir continuer à avoir une clientèle qui est vraiment au rendez-vous à chaque année. Ça se passe plus comme ça se passait. T'sais, les journaux, ça marche plus. Tout ce qui est radio, un peu peut-être, mais c'est vraiment Facebook qui fait vraiment la job, puis il va surtout aller chercher le plus jeune public. Le défi financier qui va avec le soutien d'une programmation comme ça, ouf! Ouais, c'est quoi les défis? Bien, moi, je dirais que le défi, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'une salle de spectacle, c'est un service qu'on offre aux gens. Il n'y a pas de but financier à ça. C'est vraiment d'essayer d'amener un bon spectacle à moindre coût pour le client, faire vivre une expérience extraordinaire, authentique et tout ça, et que chacun retourne dans sa case et que ça n'a pas coûté rien à personne. Le but, c'est ça. Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, simplement pour rouvrir la salle, ça coûte environ entre 10 et 15 $ de la chaise, quand on se met à tout compter. C'est un défi quand même. Fait que là, tu as la moitié de ton revenu qui est parti dans les frais fixes,
Puis l'autre moitié, ben il faut que tu payes ton artiste. C'est là, on s'est rencontrés en 2004 À Granby. à Granby. C'est ça. C'est ça. Puis là, Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre tourner en région puis tourner en ville? Est-ce qu'il y a une différence? ouais. C'est sûr qu'il y a une grosse différence quand on vient, qu'on tourne dans le réseau Rosec. Moi, je sais pas, on dirait, plus que je suis né là-dedans, dans les petites salles, je sais pas, j'adore ça, cette intimité-là avec le public. Puis souvent, c'est l'été pour le Rosec aussi, alors les gens sont de bonne humeur, sont en vacances, là, c'est le party, là, ils sont contents d'être proches de leurs artistes, là. Puis souvent, c'est des formules... des nouvelles formules. C'est là, comme ce show en trio, je l'ai monté pour le Rosec, pour d'autres circonstances, pour les plus petites salles. Tu sais, depuis un mois, là, j'ai fait 7500 km. Là, alors, c'est pas reposant. Là. Mais ce que je dis, je suis plus trucker que musicien. Si tu mettais je marquais les heures de route comparé aux heures de spectacle, là, je pense qu'il y a bien plus d'heures de route. Est-ce que ça a changé dans les 20 dernières années? Moi, des fois, je vais voir des spectacles, je suis étonné que les gens se lèvent pour un rappel. Parce que quand tu payes 28, 32 piastres pour un spectacle, il faut qu'à quelque part, ce soit spectaculaire. Quand je viens voir un artiste qui me dit, bien, la prochaine chanson, pour moi, la prochaine chanson, je sais qu'il y en a une prochaine chanson, j'aimerais ça que tu me dises d'autres choses. Amène-moi. Ça coûte pas, il n'y a pas d'excuse de budget. Tu peux t'asseoir sur le bord de ta table avec un crayon. Quelle tourne que je fais une après l'autre? Qu'est-ce que je vais dire entre les deux? Si tu n'as rien à dire, enchaîne. Arrive avec une conception, quelque chose, tu sais. Je trouve que ça manque beaucoup. Je trouve qu'on a plus des prestations maintenant publiques que des spectacles. J'aime ça. Il y en a qui viennent... pourquoi j'oublie son nom? Yann Perrault, lui, qui soit tout seul avec 32 musiciens, c'est spectaculaire. Qu'est-ce qu'il fait? Son show est monté du début à la fin. Il sait quoi dire, il sait quoi faire, puis il t'étonne toujours. Il y a plein d'artistes comme ça. J'ai vu Patrice Michaud au Festiplage. Son show était monté, c'était super bon. Moi, je trouve que c'est ça qui manque en ce moment. Je trouve que c'est facile, tu sais. Être la vie d'artiste, c'est pas une garderie, tu sais. Oui, si tu joues juste devant tes amis puis t'es mon oncle, ma tante, tout le monde va dire que t'es bon, mais ça prend plus que ça. Puis je pense que peut-être on a de la misère à vendre des billets à la longue parce qu'on produit des artistes comme ça. Tu sais, c'est un petit peu dur, ce que je dis. Mais je pense que pour le Rosec, si je peux m'en aller jusque-là, ça serait bon que le saut Rosec garantisse quelque chose que, tu sais... Sort de l'ordinaire. Ouais. Je dis pas tournée découverte, là. Tu t'attends pas à, tu sais, que ce soit Michel Louvain puis des danseuses, là. Mais tous les spectacles qui sont présentés au Rosec devraient avoir au moins... Puis le Rosec devrait exiger, pour s'inscrire, d'avoir un spectacle monté. Tu es un peu sur ton départ. Après toutes Oui. ces années-là, tu es en train de vraiment te retirer tranquillement de l'organisation, de la supervision. Comment tu vois l'avenir avec... Comment tu vois l'avenir? Ben moi, de la vieille vie? Solange, je te dirais, j'ai vraiment beaucoup confiance aux jeunes. Puis je me dis, écoute, moi j'ai fait mes erreurs, j'ai fait mes bons coups. Eux, ils ont le droit à l'erreur, puis on va féliciter leur bon coup, pardon. Puis c'est comme ça. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec tout mon cœur. Puis je passe le flambeau avec tout mon cœur aussi. On a vite constaté qu'on ne pouvait pas faire quelque chose tout seul, là. On ne peut pas diffuser des artistes, dire « tu vas venir de Montréal à Rimouski » comme ça. Il faut qu'il y ait une tournée. Donc, pour qu'il y ait tournée, il faut qu'il y ait des points de chute. Rosec, ça a été pensé en 1978 à Contact Québec, qui était organisé, qui est l'ancêtre de la Bourse Rideau,
qui était organisé par le ministère des Affaires culturelles dans le temps. Et le ministère avait annoncé un programme qui s'appelait Accessibilité scène. Donc, tous les diffuseurs avaient maintenant accès à une subvention pour faire du spectacle. Et on était dans une chambre du Château Frontenac. Puis on se disait, mais si tout le monde a une subvention, à ce temps, on va se mettre ensemble. On était avec Claude Mongrain. On avait peut-être un peu de boucan ou du vin rouge, je ne me souviens pas. Puis on avait dit, c'est normal, c'est naturel de tourner dans l'Est du Québec. C'est une boucle naturelle. Pourquoi qu'on ne se met pas ensemble pour faire un réseau? Les gens, les bénévoles, avec tout le cœur, moi, c'est toujours ça qui m'a jeté à terre. Tout le cœur qu'il y avait, qui essayait de rendre leur salle accueillante, même qu'il y avait des diffuseurs qui recevaient les artistes au homard. Fait qu'imagine l'artiste qui allait après ça à Victoriaville, puis qui avait des petites biscottes. Il voulait du homard. Tu arrives à Rimouski, tu arrives à Matane, puis tu te dis, ben c'est chez nous ici, là. Je suis aussi chez moi ici. Et ça, ben, la tournée m'a fait découvrir ça. Puis ben, le Rosec m'a fait découvrir l'Est du Québec. C'est aussi simple que ça. T'sais. J'avais comparé la diffusion de spectacles à une maison, une très, très belle maison avec bien des belles pièces. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de porte qui ouvrait entre chaque pièce. Et puis c'est ça que, pour moi, l'image que j'avais, c'est que le Rosec avait installé des portes dans tous ces endroits-là. Puis on a connu tellement de saisons différentes dans la chanson, dans notre carrière personnelle, mais aussi dans la chanson collective du Québec. Parce que si on se rappelle des années d'après-référendum, il n'y avait plus d'écho pour la chanson. Il n'y avait plus de place où on pouvait aller jouer. Et puis, je dis, vous étiez comme des gardiens d'un réseau d'approche vers les gens. Parce que, ça va plus loin. Là. On dépasse le réseau de la diffusion. C'est l'amour de la chanson qui va vers les gens. Les régions sont une pépinière d'artistes qui s'expriment de différentes façons et ça leur prend un tremplin. Tu sais, je veux dire, tu ne pars pas demain puis dis « je vais à la conquête de Montréal ». Ça se fait pas de même. Tu construis ce que tu as à construire ici et les gens vont te donner le trampoline qui te permet de prendre de l'altitude et à un moment donné, Montréal vont te voir puis vont dire « viens-t'en ». Puis moi, je pense que c'est ça. C'est un outil de démocratisation de la culture dans l'Est du Québec. Et c'est important parce que la grande majorité des gens qui ont éclos ici sont passés par le Rosec, ont eu la lumière ici d'abord avant d'attirer la lumière ailleurs et donc d'aller là-bas. Et quand ils réussissent, bien, ils deviennent des ambassadeurs extraordinaires de la région. Il y a vraiment une différence entre un artiste qui est pris d'affection par les gens du réseau puis qui se disent « wow, quelle proposition, quelle belle personne, quelle fille extraordinaire ». On l'appuie, on achète son show, on en parle, on diffuse, on fait de la promotion. Et en plus, là, lui ou elle vient de chez nous. C'est pas pareil. J'ai vraiment senti très puissamment dans les premières années, puis toujours de manière continue, une fois que j'en avais plus besoin nécessairement, mais c'est pas vrai qu'on en a plus besoin, on en a toujours besoin de cet apport-là. J'ai toujours senti la fierté puis le push supplémentaire de ma gang d'ici parce que j'étais un gars d'ici. Moi, je pense qu'un de mes premiers contacts avec le Rosec, c'est quand vous étiez venu faire le Rosec du printemps Petite-Vallée. Probablement début des années 2000, si je me trompe pas. Comme bien des jeunes du coin, on se dit qu'on est des enfants du théâtre de la Vieille-Forge. L'équipe, à l'époque, a su nous amener dans la gang de Petite-Vallée. Oui, en faisant faire du théâtre, mais en nous montrant que le spectacle vivant, bien, ça pouvait être cool. Hein? Il n'y avait pas juste ce qu'on voit à TV qui est le fun. Ce qui se passe sur scène, en vrai, peut être aussi plaisant. Cette année, là, le Rosec a 40 ans. Quel rôle a joué ce réseau-là dans le fait que les jeunes, comme toi à l'époque, puissent avoir accès à des spectacles professionnels? Hein? Sincèrement, à l'époque, justement, là, on vient il y a peut-être 15 ans de ça. Il y avait seulement le Rosec qui pouvait permettre la circulation de spectacles professionnels, je pense, dans nos petits villages de la Gaspésie assez reculés. La diffusion émergente n'était pas encore aussi forte qu'elle est aujourd'hui à cette époque-là. Donc, si on voulait voir un show professionnel, on n'avait pas le choix de passer par une salle membre du Rosec, puis de rentrer dans une vraie salle de spectacle, de voir qu'est-ce qui se faisait là-bas. Sinon, bien, c'est des spectacles amateurs qui étaient diffusés dans nos villages, donc dans des petits lieux comme Petite-Vallée, Grande-Vallée, les villages environnants, bien, tout passait par des shows du Rosec, finalement.
Up, check, 1, 2, 8. Qu'est-ce que le réseau Rosec représente pour toi, Daran? Ah, ça a été une porte extraordinaire, parce que justement, quand je suis arrivé au Québec, eh ben, j'ai reformé, j'ai commencé à regarder avec qui j'allais jouer. Je connaissais des musiciens, évidemment, mais je voulais du sang neuf. Donc, j'ai commencé à faire les clubs, les lancements. Je cherchais un guitariste, un batteur. Donc, et quand finalement, j'ai eu mon équipe de rêve, la chose suivante, c'était de faire des concerts. Et là, je me souviens que le miracle s'est produit, que j'ai eu à faire une vitrine au Rosec et qu'elle s'est extrêmement bien passée et que ça a rempli mon... Ça a commencé par remplir mon carnet de l'été. Un petit peu de guitare à Daran. Donc, nous, notre territoire, juste à côté de Petite-Vallée, ça comprend toutes les écoles entre Saint-Maurice-de-l'Échourie et Mont-Louis, incluant Murdochville. Donc, ça, c'est peut-être... aujourd'hui, c'est peut-être 400, 350 élèves au maximum, primaire, secondaire. On amène ces jeunes-là à avoir au moins une production un spectacle par année. Donc, on segmente les clientèles, bien entendu, mais au bout de son année scolaire, l'enfant aura vu un spectacle. Ce qui veut dire qu'au bout de ces 11 années d'études, bien, c'est au moins 11 shows qui aura été vus, et ce, en théâtre, en cirque, en musique, en chanson. On va partout dans toutes les disciplines parce qu'on veut justement montrer aux jeunes qu'est-ce que c'est le spectacle vivant. Ce n'est pas juste de la chanson, mais c'est aussi du théâtre d'ombre, du théâtre d'objets, de la marionnette, de la danse contemporaine. On trouve ça hyper important de stimuler l'imaginaire des enfants en leur présentant dès le plus jeune âge des spectacles ici. Quels sont les défis, les enjeux actuels là, en 2018 pour développer la diffusion? Bien, c'est sûr qu'en Gaspésie, des grands enjeux démographiques, je pense. Un peu comme partout au Québec, on doit développer et renouveler notre clientèle. Ici, à Petite-Vallée, ça fait d'autant plus mal qu'on voit nos clients fidèles mourir d'année en année. Hein? C'est pas tout le monde qui achète des billets de saison, mais c'est les personnes âgées qui sont là depuis la création du théâtre. Puis là, bien, ils partent, évidemment. Tout le monde vieillit, tout le monde meurt. Puis nous, on doit renouveler la clientèle, mais avec un bassin de spectateurs potentiels assez petit dans les environs. Petite-Vallée, c'est 130 habitants. On est 2000 habitants sur 65 km de littoral. Puis il y a des diffuseurs de chaque côté qui font partie aussi de la famille du Rosec. On doit conjuguer avec tout ça, mais on n'arrêtera pas de le faire. C'est impossible. On trouve que c'est aussi important que ces gens-là qui habitent ici, qui aient accès à des spectacles, autant que ceux qui habitent à Montréal, qui ont accès à plein de spectacles. Il faut que ce soit presque universel, le droit de... l'accessibilité aux arts de la scène, finalement. Bien, pour moi, la diffusion est en crise. Là, regarde, n'ayons pas peur des mots. Là. La diffusion est en crise parce que moi, je pars du principe que tous les gens au Québec ont le droit à ce qui se fait de mieux. Peu importe la distance peu importe la distance qui nous sépare des grands centres. C'est sûr que c'est compliqué faire la tournée du Rosec. Quand je suis venu faire Cyrano, je suis parti 21 jours. On a fait 11 spectacles, mais on a parcouru 5000 kilomètres. Il faut le faire par amour, il faut le faire par respect des gens qui vivent aux îles, qui vivent à Fermont, qui vivent à Bécomo, puis de dire, on va y aller chez vous, vous rencontrer. Et ça a un coût. Veut pas, nous, les artistes, on accepte de donner. Mais Petro-Canada, lui, son prix d'essence n'arrête pas d'augmenter. Puis quand on loue des véhicules, c'est la même chose. Donc, les coûts augmentent. Le public est plus difficile à rejoindre. Ça prend un soutien. Ça prend un soutien adéquat pour assurer une diffusion juste et équitable pour tout le monde. Toute l'année, on est dans la culture, puis on attend, en fait, là, que le papillon sorte en juin, puis on monte le talent qu'il y a dans le coin. Puis on est content que le talent, d'ailleurs, vienne nous visiter aussi, parce que c'est rare, quand même, dans un village de 140 quelques habitants, qu'on voit du 6 spectacles par semaine, seulement le lundi de congé pendant toute la saison estivale, et que ça réussisse. Ça réussit. Donc, je pense que les gens, et les touristes, et les gens du coin sont avides de ça, puis c'est une nécessité parce que ça apporte l'espoir. Tu sais, la culture, c'est l'espoir. On peut s'évader de différentes façons,
Mais dans la culture, il y a l'espoir pour notre belle Gaspésie. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir, puis c'est ça qu'il faut recréer. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Daran. Merci d'être là, tout le monde. Est-ce que le public est pareil en ville qu'en région? Non, après, ça dépend des villes, parce que déjà, le public n'est pas le même à Montréal et à Québec, à Sherbrooke. Donc, je pense que plus on s'éloigne de Montréal, plus on gagne en spontanéité. Il faut le dire. Montréal, c'est intéressant parce qu'on est confronté aussi à un public très exigeant, parce qu'il est tellement nourri culturellement. Voilà, ils ont tellement de choses à voir, donc remplir une salle à Montréal, c'est déjà un challenge en soi. Ensuite, en province, je dirais, peut-être les gens s'observent moins pour avoir leur propre réaction à quelque chose, à un événement, à ce qui se passe sur scène. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'assure pas forcément de savoir si le voisin va réagir positivement avant de prendre sa propre décision. Donc il y a peut-être ce petit truc de spontanéité supplémentaire. Il faut que les créateurs puissent créer chez eux et il faut que les créateurs puissent présenter leur œuvre partout. Parce qu'effectivement, tout le monde paye les taxes égales. Tu ne payes pas moins cher de taxes parce que tu es en région éloignée ou tu es au centre-ville. Mais il y a un rapport au centre-ville, tu as accès à plus de culture et ça, pour moi, c'est inacceptable. Il faut trouver une solution pour permettre à cette rencontre-là, l'artiste, l'œuvre et le spectateur. Le 15 août 2017, le théâtre de la Vieille-Forge a été incendié quelques heures après la fête des employés et bénévoles de l'organisation. Ça a été un gros drame pour toute l'équipe, pour le village, puis je pense pour la communauté aussi culturelle du Québec. Pour nous, ça fait 1 an aujourd'hui, ou bien demain, que le théâtre a été brûlé. Je sais pas, l'année a passé tellement vite, hein? Il a fallu travailler sans cesse dès 7 h le matin, le 15 août 2017, jusqu'à aujourd'hui, pour réussir à faire ce qu'on a pu faire cette année, pour maintenir nos activités, pour présenter un spectacle le soir de l'incendie l'année passée. Ça nous a dit, OK, bien, on va suivre cette lignée-là toute l'année. Il y avait un spectacle de prévu, on va le faire, on va continuer à maintenir nos activités telles qu'elles étaient prévues dans le futur. C'est ce qu'on fait depuis 1 an. Je sais pas, moi personnellement, j'ai pas eu le temps de me déposer encore. C'est allé trop vite. Le théâtre, pour moi, on était très attachés au lieu physique. Hein? Il s'est passé des belles affaires dans ce théâtre-là. C'était le lieu de rassemblement. C'est le 3e lieu. Hein? C'est un lieu de vie pour l'ensemble d'une communauté. On allait voir des shows là aussi. On allait prendre une bière. On allait se rassembler. On était attachés physiquement. Le théâtre, c'était... Il y avait une personnalité, on le personnifiait. C'était une personne de notre entourage. Puis on a dû faire le deuil de cette personne-là en 1 an. Puis on n'a peut-être pas eu le temps de le faire, justement, parce qu'on a eu trop de travail pour faire le festival, pour faire notre saison de diffusion, pour installer ce gros chapiteau-là, qui va quand même bien nous dépanner avant l'arrivée du prochain bâtiment. Ceci dit, bien, c'est très émotif, cette affaire-là, l'incendie. On est tous arrivés ici en broyant le matin. Mais là, 1 an après, bien, on a su se retrousser les manches assez rapidement. Puis je sais pas, on a toujours les manches retroussées, puis on a le cap 2020-2021 pour entrer dans notre nouveau théâtre, puis continuer à faire ce qu'on fait, mais dans des souliers un peu plus confortables. Même quand j'écris encore aujourd'hui puis que je parle de Montréal, je me dis, est-ce que je parle de mon expérience de manière à ce qu'elle puisse être valable pour quelqu'un
qui vient de Gaspé, tu sais. Et ça, bien, le réseau, l'idée de faire de la tournée à chaque année, de parler aux gens. Là, j'ai des amis qui viennent de toutes les régions, alors qu'avant, je connaissais personne, tu sais. Ça a changé beaucoup. Ça a changé ma mentalité, ça a changé, oui, mon écriture, à un moment donné, s'est élargie aussi, carrément. Puis le réseau permet ça, tu sais, parce que je dis, il y a tellement de monde sur la route en même temps, tu sais. Fait qu'il y a des échanges qui se font, il y a des, tu sais, il y a des... On partage des anecdotes, qu'est-ce qui s'est passé à telle ou telle place, tu sais. Puis c'est aussi un carrefour de rencontres. Moi j'ai trouvé ma voie, mais je vis sans joie. Ma vie est comme le ciel gris, elle change de rondeur. Il fait beau quand il est ici, l'instant d'après il parle, je pleure. Oh je le sais bien, il ne vaut pas grand-chose. Parce que les gens s'imaginent que tu mets un micro, 2 micros, un artiste sur la scène, puis que le travail est fait, mais... Oui, bien, c'est pas mal ça. On déborde la porte, puis on s'assoit, puis on regarde le spectacle. C'est souvent, les gens pensent que c'est ça, mais il y a tellement de facettes à la préparation, à la venue d'un artiste. Puis c'est pareil comme faire des toasts le matin. Hein. Si tu fais des toasts, t'en fais pour toi, ça va bien. Si tu en fais pour une école au complet, tu vas voir que c'est plus d'ouvrage, c'est plus de structure, d'organisation. Fait qu'un artiste, ça va, ça peut aller, mais quand tu en fais 60, 125 soirs d'événements par année, le cinéma, tout ça, fait que ça... Plus on en a, plus on voit que c'est de l'ouvrage au niveau de la réservation de chambre d'hôtel, suivi des devis techniques. Il y a beaucoup de modifications qui se font. On peut tout faire le travail puis avoir à le refaire 2 puis 3 fois durant l'été parce qu'il y a eu des changements au niveau des organisations, au niveau des tournées. On n'est pas à 2 heures de Montréal, donc il faut planifier ça longtemps d'avance. Il faut beaucoup travailler en équipe, en collaboration. Même dans le Rosec, quand on travaille ensemble, bien, il faut travailler ensemble en région aussi, sur la Côte-Nord, parce que souvent, j'ai beau être intéressé avec 3 ou 4, 5 diffuseurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Si je suis seul sur la Côte-Nord, c'est difficile de rendre ça intéressant pour l'artiste, de dire tu traverses pour une date, puis après ça, tu as 10 heures de route pour t'en retourner chez vous. Donc, c'est important qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les autres diffuseurs de la Côte-Nord pour rendre ça plus cohérent pour l'artiste qui se déplace. Moi qui habite et qui vis dans la grande métropole montréalaise, je peux te dire que la culture locale a de la difficulté. C'est comme... c'est souvent par le rayonnement qu'on a autour qu'on fonctionne, qu'on réussit à tourner, à rejoindre des gens, à se créer un public. Puis les diffuseurs ont ce rôle-là aussi aujourd'hui d'éduquer leur propre monde parce qu'il y a une grande partie des médias qui s'est délestée de cette responsabilité-là. Donc, tout ce rapport-là direct avec les gens, avec les abonnés, c'est ça qui, moi, je pense que c'est ce qui tient encore la chose debout, vivante, moi, je trouve. Au niveau de l'accueil, il y a une réputation, le Café Théâtre Graffiti. Donc, vous avez pris en considération aussi l'artiste qui a fait beaucoup de routes. Oui. Puis il pense à ça, j'imagine, aussi. Bien, c'est sûr qu'on est dans des régions qui sont, comme je disais, plus éloignées. Donc, les artistes ne retournent pas coucher chez eux le soir du spectacle. Puis, on sait ce que c'est faire de la route, on sait c'est quoi. On en fait beaucoup, nous autres aussi. Puis on essaie de les accueillir comme on aimerait l'être, nous, quand on arrive en quelque part. Est-ce que tu sens une différence entre le public des régions et un public plus urbain? À Montréal ou à Québec ou à Paris ou dans les grandes villes, il y a tellement de choix que les gens sont un peu, pas blasés, mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement de distractions finalement que... Tandis qu'il y a des endroits où tu vas, là, il n'y a pas tant de choses qui se passent. Bon, là, c'est sûr que le Rosec, heureusement, existe puis amène bien du monde. En tout cas, l'été, on voit qu'il y a beaucoup de... Les artistes aiment ça. Puis c'est vrai que c'est très agréable à faire, le Rosec. Et
Mais on sent qu'il y a des gens qui sortent pas tant que ça, tu sais. Je sais plus où c'était, je crois que ça passe Pébiac. J'ai demandé au public, j'ai dit, est-ce que vous êtes... Parce que tu sais, les gens sont en vacances, c'est l'été. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes de Passepébiac? Puis ils ont tous répondu oui. Fait que là, j'ai dit, ben, j'ai posé la question à l'envers. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont pas de Passepébiac? Puis il n'y a pas personne qui a répondu. Donc, ce sont des gens du coin qui sont venus voir le spectacle. Il y a un chiffre d'affaires de 500 à 600 000 par année. On a 3 employés permanents, mais on a 25 employés sur notre liste de travailleurs. Donc, c'est beaucoup de monde. Puis, on a beaucoup d'événements. On a beaucoup de... Dans une année, on a, comme je disais, 125 soirs d'événements, plus les volets restauration qui durent durant 3 mois l'été. Donc, ça demande. On a le Festival du film, on a le cinéma qu'on présente à l'année et le Festival du film pendant 10 jours en janvier. Ça fait que ça va chercher quand même pas mal d'organisations, pas mal de monde. Il faut avoir une bonne banque d'employés, de bénévoles pour opérer tout ça. Puis effectivement, c'est comme une petite entreprise qui est là, assez importante là, dans le milieu. Bien, les enjeux financiers, principalement, c'est les sources de revenus qui suivent pas l'inflation. C'est certain que les prix de billets d'il y a 10-15 ans sont sensiblement les mêmes. On n'a pas indexé les prix de billets, pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'on sait très bien que quand il y a une diminution, plus tu l'augmentes, moins tu as de spectateurs assis dans la salle pour l'artiste qui s'est déplacé. Fait que le but premier, c'est d'avoir le plus de monde possible pour l'artiste qui est venu, qui a fait 10 heures de route puis qui est à Port-Cartier. C'est pas juste le montant d'argent qu'on va chercher, c'est le nombre de personnes assises devant lui qui sont importantes. On a une petite salle, on fait ce qu'on peut avec les places qu'on a, puis on peut pas faire de miracle. Donc, si l'artiste devient trop connu, trop populaire, puis qu'on peut pas suivre la demande des cachets, bien, on dit « Désolé, on ne peut pas être là cette année parce qu'on voudrait, mais financièrement, le calcul ne se fait pas. T'sais, il faudrait mettre les billets trop dispendieux. » Fait que ça, c'est plus facile à ce niveau-là. C'est triste, mais c'est ça. Il y a des gens qui ont la perception, ils ont une perception que le spectacle, les gens font de l'argent avec ça, puis que c'est rentable. Ah ouais. Quelle est ton opinion là-dessus, toi? Bien, c'est rentable. C'est sûr qu'il y en a sûrement qui sont rentables, mais c'est le volume qui fait que c'est rentable. Donc, nous, dans notre situation, ça fait 15 ans que je ne gère que des pertes, des déficits. Donc, on ne peut pas s'imaginer faire de... On ne fait pas de profit sur un spectacle, nous, jamais. Si on arrive, si on vend tout, que c'est plein, puis qu'on paye les frais, le cachet, bien, ça va être ça. On n'aura pas de profit suite à l'opération. J'imagine que dans les grandes salles, à l'occasion, ils peuvent en faire un peu, mais par contre, il y a d'autres côtés qui fait qu'ils en perdent aussi, donc ça s'équivaut. Mais nous, c'est vraiment la gestion de... Il faut faire le moins de déficit possible là, à chaque opération qu'on fait. Le défi principal actuellement, ou les défis principaux, quels sont-ils? Là? Les 40 ans et moins passent tellement d'heures sur les réseaux sociaux, en incluant Netflix, que ça fait en sorte quand tu passes 40, 50, 60 heures de ta semaine là-dessus, bien, il te reste moins de temps pour aller découvrir des artistes, avoir le goût de te divertir différemment. Donc, je pense que ça va être une façon... il va falloir qu'on trouve une façon de les rejoindre différemment. On parle souvent des nouvelles façons d'écouter de la musique. On est loin des vinyles, bien entendu. On est loin de tout ce qui était... Même les CD sont déjà dépassés. Il n'y en a plus dans les voitures, il n'y en a plus sur les ordinateurs. Les jeunes consomment ça à la pièce. Donc, eux, écouter une œuvre d'un artiste au complet, ils ne doivent même pas savoir c'est quoi. Ils ne doivent pas savoir ce que ça veut dire. Donc, venir écouter un artiste une soirée de temps, bien, c'est un peu un défi qu'on a à faire relever.
Quand il y a quelque chose qui se passe autour d'un artiste, ça va bien, mais quand c'est vraiment de la découverte en chanson, en théâtre, en danse, en musique du monde, en jazz, il faut travailler pour trouver une façon de les intéresser à se déplacer. Mais j'ai pas de solution encore. Là. Ça fait 15 ans que je vois ça arriver, puis il faut trouver une façon, un angle différent, mais c'est pas simple. Les nuits pissards, les belles bagarres, la pression de vivre avec une balançoire, les bons baisers qui font des bleus bien noirs, je voudrais encore être amoureuse. Le numérique, moi, j'y crois beaucoup. Maintenant, c'est sûr que c'est tout nouveau. Et donc, il faut régler ça. Là, tu sais, c'est pareil comme quand la radio a démarré dans les années 40-50. Eh bien, il a fallu régler les problèmes de droit d'auteur. Puis la SOCAN a été créée. Bien, ça s'appelait la CAPAC. Puis après, il y a eu la SODRAC. Puis... là, je viens d'être nommée au conseil d'administration de la SOCAN, donc je vais pouvoir regarder ça de près, puis travailler avec eux, apprendre beaucoup, puis encourager aussi les jeunes à s'intéresser à leurs affaires, tu sais, pour que... C'est à eux autres de refaire le monde. Nous autres, on fait là, ce qu'on peut, là, mais c'est aux jeunes de refaire le monde. Bien, c'est certain qu'on fait comme tout le monde. On travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. On travaille toujours avec les médias traditionnels, journaux, radio, l'affichage des affiches des spectacles dans les commerces. Mais on travaille avec les réseaux sociaux aussi, Facebook principalement. On a un afficheur électronique qu'on utilise beaucoup, qu'on a depuis 3-4 ans, puis ça va très bien. Mais c'est certain que pour les rejoindre, bien, ils sont eux aussi inondés d'informations, inondés de promotions, puis il faut trouver toujours l'angle, comme je disais, c'est quelle clientèle, où les rejoindre le plus facilement, puis c'est un bon défi à chaque fois. Je pense qu'en région, il y a des diffuseurs qui ont mieux compris le sens social de leur rôle. Je pense que tous les diffuseurs devraient avoir ce sens social-là. Et je ne parle pas seulement des diffuseurs de spectacles, je parle des diffuseurs en radio, en télévision, parce que ils ont un peu la responsabilité du niveau intellectuel général de c'est sa population. Il y a une responsabilité. Quand tu fais quelque chose, tu as une responsabilité. Et si la responsabilité du diffuseur est uniquement d'être rentable, de vendre de la bière ou de vendre du savon ou de vendre... on s'en va vers un abêtissement général et il faut bien... Moi, je trouve que, par moment, on y arrive. Donc, le diffuseur a vraiment un rôle très important, justement, d'éducation et de bons... C'est ça, parents, je dirais, par rapport aux gens qui desservent. Être amoureuse, je voudrais encore et encore. La première des choses, c'est que moi, je lève mon chapeau aux diffuseurs parce que c'est des fois, au-delà de la mission de seulement acheter un show, ils ont des subventions, on achète un show avec nos subventions, puis tout ça, mais c'est un métier qu'ils ont dû apprendre avec les années aussi, puis certains le font extrêmement bien, d'intéresser toute la communauté autour, parce que c'est une culture, sortir de chez soi, aller voir des spectacles, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement inné, c'est pas... faut intéresser les gens, faut les motiver, donc, et on sent que dans certains lieux, plus que d'autres, ça l'a réussi. C'est comme on dirait, la mayonnaise a pris. Et il y a maintenant des régions qui ont une véritable culture des arts de la scène et qui s'intéressent à des choses que je te dirais, des fois, on leur envierait presque à Montréal même, parce que c'est pas plus facile à Montréal faire sortir les gens, les amener dans les théâtres, aux spectacles de musique, de danse. Donc, les diffuseurs ont dû apprendre ce métier-là et certains l'ont fait fichtrement bien parce que par rapport au bassin de gens qu'ils ont, des fois, ils surpassent même ce qui se passe à Montréal. Encore être amoureuse,
Moi, c'est une chose qui me fait plaisir, par contre, au fil des tournées, c'est de m'apercevoir qu'il y a des gens qui restent en région. Ça, je trouve ça formidable. Pas parce que je veux pas y voir à Montréal, au contraire, mais les gens qui restent en région et qui, justement, se mettent à travailler sur les infrastructures culturelles puis rendre ça plus vivant puis plus accessible, puis que, naturellement, c'est un échange. Plus que les salles sont invitantes, puis tout ça, bien, plus que de tourner, puis plus que nous autres, on vient, puis c'est un bel échange. Le travail du diffuseur, c'est de créer ce pont-là avec celui qui arrive, tu sais, puis nous autres, on arrive toujours tôt aux salles, fait que je dis, on veut en savoir plus, tu sais, qu'est-ce que vivent le monde, où est-ce qu'ils sont, quand est-ce qu'ils arrivent, qui va être là, tu sais, c'est-tu ton même public, tu sais, fait que l'échange est tellement... c'est tellement fécond comme échange. Là, y a-t-il une différence entre l'accueil dans ces salles-là, qui sont plus éloignées des grands centres, que de faire un spectacle à Montréal ou à Québec? Est-ce que c'est plus personnalisé? C'est sûr que c'est plus personnalisé. Parce que, je veux dire, c'est comme si chacun avait son propre bateau, tu sais, puis avec le nom décrit, tu sais, puis je veux dire, il y a son équipage, il y a son monde, puis à ce moment-là, tu sais, t'embarques dans un microcosme, tu sais, puis avec tout le monde. Il y a la proximité bien plus grande. On sent qu'à Saint-Fabien, il y a vraiment du chemin qui se fait. Je pense qu'il y avait un certain intérêt pour le théâtre. Il y a une troupe de théâtre amateur ici qui est très populaire. Au niveau de nos activités de diffusion plus professionnelles, j'ai l'impression que les Fabiennois commencent à vraiment être fiers du Vieux-Théâtre. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils le fréquentent beaucoup. Mais déjà, je pense que c'est un beau premier pas. Puis, on est en milieu, c'est ça, rural. C'est certain qu'on bénéficie un peu du public de Saint-Fabien-sur-Mer, qui est plus villégiature, mais on bénéficie surtout de notre proximité avec la ville. Là. Fait qu'on a beaucoup de public qui provient de Rimouski. Comment tu choisis les spectacles pour ta programmation? Comment ça se passe? Comment tu travailles ton ou tes publics? C'est quoi ta réflexion derrière ça? Bien, quand je suis arrivé sur le CA du Vieux-Théâtre, on n'était aucunement subventionné. Il y avait un seul critère de cette sélection, il fallait que le show soit rentable. On s'en allait à gauche, à droite, on avait un peu comme une poule pas de tête. On allait prendre les shows qu'on savait que, bon, on rentabiliserait. Moi, quand je suis arrivé en poste et que les subventions ont commencé à rentrer, évidemment, là, je me suis dit comment on peut se positionner dans la région, qui est quand même une région où il y a beaucoup, beaucoup d'offres culturelles. Comment on peut raffiner notre direction à nous, vraiment devenir pointu dans quelque chose. Fait que le côté populaire a pris un peu le bord parce que, veut pas, il y a beaucoup d'activités gratuites. Il y a les grandes fêtes TELUS l'été qui vont chercher une masse assez incroyable, puis de gros noms aussi. Puis ça devient difficile de concurrencer avec ça. Puis de toute façon, on n'a pas besoin. On a une petite salle qui est pas nécessairement longue à remplir, là, on s'entend. Donc, en allant chercher des artistes qui ont un public, mais qui est peut-être plus niché. J'ai des bons commentaires jusqu'à cette heure. Puis c'est drôle parce que je m'attendais vraiment à pas plus que ça. C'est comme on avait quand même, comme je disais, j'avais un groupe avant, puis on poussait plus pour faire des spectacles puis tout ça. Puis avec mon projet maintenant, j'ai juste commencé ça pour comme, c'est juste le fun. J'ai pensé, c'est des histoires de par chez nous. Je savais pas que ça allait. Le monde allait vouloir l'écouter ailleurs que Memram Cook. Je veux dire, moi, je chante en chiac complètement. Puis je pense pas que le monde comprend des fois ce que je dis, mais je mets les paroles dans les albums, puis j'espère juste que le monde peut les lire puis comprendre pareil. Je voulais pas perdre de dialecte non plus, parce que c'est ça, une grosse partie du projet, d'avoir la façon de parler, puis comme si ça venait du vieux temps de Memram Cook.
Mais d'être là, à faire ce petit EP-là, ben, c'est là que Carole Doucet m'a approché, ma gérante, puis elle était comme, tu sais, on devrait travailler ensemble, faire un album, puis d'être là, ben, tu sais, j'ai fait l'album, puis je m'attendais pas d'avoir une réception comme que j'ai eue. Ça fait que je le prends juste à bras ouverts, puis je prends ça comme ça vient. Moi, j'ai un spectacle à la fois. Comment tu as travaillé ta mise en marché autour de ça pour avoir du monde ce soir? On appelle nos partenaires, on essaie de voir, tu sais, c'est quand même, surtout pour un spectacle comme celui-là, on sait qu'en gang, ça peut être le fun, c'est une belle sortie. Bon, c'est ça. On sait que ça a une couleur très country, fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le Club La Coulée, le club de motoneige de Saint-Fabien. On leur a dit de partager sur Facebook. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Les médias sociaux, je pense que ça a doublé notre charge de travail. Fait qu'il y a beaucoup de travail fait en ce sens-là. C'est sûr qu'on a fait des approches auprès de la radio communautaire, qui a un côté, une couleur un peu plus country. Je vous demanderai de l'accueillir chaleureusement, mon oncle Jason. Oui, c'était samedi soir, on s'en allait boire, puis la brigue était chez nous. Ça faisait jouer out de mon deck de cartes, puis je demande que c'est qu'on joue. Une game de poker, en tout cas, ça nous aurait bien trop pris de temps. Ça faisait arrache les 2, les 3, les 4, puis on joue une game de 200. Come on! On voit depuis, je dirais peut-être 3-4 ans, en tout cas, une explosion de lieux alternatifs de diffusion. Je sais que tu en arraches beaucoup avec ça, puis tu n'es pas tout seul comme diffuseur non plus dans le réseau. Comment on va faire pour s'ajuster? C'est comme un train qui avance, qui se multiplie. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça? Bien, c'est drôle parce que je pense qu'à quelque part, c'est peut-être encourageant, puis pas dans le sens où on dirait qu'il y a presque plus de gens qui veulent organiser des spectacles que de gens qui veulent en voir. Mais c'est le fait d'avoir un public actif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ça, puis ça devient difficile à concurrencer parce que je le comprends quelque part. Nous, ici, quand on a commencé, on était tous des bénévoles, puis avec une volonté de bénévole, d'animer un lieu. Puis c'est un peu ça qui se passe partout, que ce soit des résidences à une place avec un spectacle ou un autre jeune organisme qui veut développer, ou les bars, mais c'est certain que ça fait mal. Moi, tantôt, j'expliquais que ma job ici, je l'ai un peu créé, tu sais, puis aujourd'hui, je suis content, c'est le plus beau métier du monde, puis sauf que c'est sûr que ces gens-là qui voudraient peut-être gagner leur vie avec ça, ils viennent que ça vient que ça cannibalise un peu tout. La popularité instantanée, j'y crois pas, tu sais. Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Ah, tu peux avoir une éclosion, tu sais, d'une saison. Tu sais, comme Félix disait, tu sais, si tu as des fraises, dépêche-toi de les manger. Aujourd'hui, je ne sais pas, on est dans des périodes où tout le monde essaie certaines formules, c'est des essais, mais ce que ça dit, par contre, ça dit qu'il y a une volonté de dire, de créer et de s'exprimer. Puis au Québec, ça explose. C'est sûr qu'il y a des filtres, parce que comme pour pouvoir avoir une vitrine dans nos événements contacts, on reçoit à peu près 400 demandes, puis on présente 30 vitrines. Donc, c'est encore là 10 %. Je pense que le défi principal, c'est qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement d'artistes, il y a tellement de monde qui font ça maintenant, puis ça sort de partout.
que je pense que c'est se démarquer à travers tout ça, puis arriver avec une proposition qui est différente, intéressante. Pas avoir peur de casser ses habitudes, en fait. C'est sûr que c'est pas politiquement correct que de dire qu'il y a trop d'offres parce que la création, on peut pas dire qu'il y a trop de création. C'est impossible. Mais considérant le marché que le Québec a actuellement, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. C'est sûr que les concours favorisent ça aussi. Parce que là, je vois que le Rosec va piger beaucoup par rapport à ceux qui s'inscrivent dans les concours, musique action, puis tout ça, tu sais. Ça serait bon que le Rosec paye 2-3 personnes qui font le Québec aller voir les spectacles qui se passent dans la scène ailleurs que ceux qui... Parce que ceux qui sont bons, souvent, ils s'inscrivent pas dans ces concours-là. Ils sont tellement rebelles, ils sont tellement originaux. Ils sont dans les bars, ils sont dans les petites places, dans les sous-sols. Puis là, tu vas en trouver du monde qui font des spectacles puis qui veulent, puis ont de la musique différente, tu sais. C'est important, la différence, je pense. Je trouve que quand tu écoutes la radio aujourd'hui, tu n'arrêtes plus de changer les postes. D'un poste à l'autre, c'est la même tune. Tu sais, ça, c'est une autre affaire, les jeunes musiciens. Il faut qu'ils apprennent la musique. C'est important. Il faut que tu apprennes la musique. Quand tu es cuisinier, il faut que tu connaisses tous tes ingrédients, tu sais, pour faire une cuisine bonne et originale. La musique, il faut qu'elle soit bonne et originale. Je suis un petit peu dépassé parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques qui sortent. Et je te dirais même, je pousserais même une opinion de mon oncle, là, de dire qu'il y en a qui devraient peut-être pas sortir tout de suite. Le milieu a changé radicalement dans les dernières années, mais je pense que là, on est sur une pente ascendante au niveau des discussions entre justement les salles de spectacle, les réseaux parallèles, tout ça. Tout ce monde-là commence à réaliser qu'il faut travailler main dans la main si on veut arriver à quelque chose. Ça donne l'impression de deux univers qui, tranquillement, se rapprochent. Ils ont toujours été parallèles, ils ont toujours été existants, les deux. Les deux avaient raison d'être, mais il y avait comme un clivage entre les deux à combler, tu sais. Puis là, tout le monde, on dirait, commence à se rendre compte de ça, fait que ça se rassemble tranquillement, les gens se parlent. Il y a des initiatives qui se prennent aussi pour, tu sais, sortir un peu des diffuseurs officiels toujours, puis trouver une espèce de porte sur des réseaux parallèles. On n'a pas le choix de travailler ensemble, puis là, c'est les agents qui vont avoir un rôle déterminant pour pas essayer non plus de briser le marché. Parce que là, actuellement, c'est ça qui se passe. Ils vont offrir un artiste à un cachet X dans une microbrasserie, puis ils n'arriveront pas qu'il y a une liste d'un loge qui veulent avoir de la gomme, puis des cigarettes, puis du whisky, puis tout ça. Ils s'en vont à une microbrasserie, ils vont s'organiser avec l'accueil qu'ils vont avoir là. Ils vont faire la même proposition à une salle. Le cachet va avoir quadruplé. Puis ils vont avoir une liste dans la loge où est-ce qu'ils vont vouloir avoir une sorte d'affaires. Je parle pas de tout le monde, je veux pas généraliser, mais ça arrive très souvent. Il y a tellement d'offres artistiques en ce moment que je peux comprendre, en fait, que ces lieux-là se développent. Parce que, bon, il y a des artistes qui n'ont pas nécessairement la chance de retenir l'attention aux yeux des diffuseurs. Je peux comprendre aussi que des fois que les salles un peu plus traditionnelles à l'italienne ne conviennent pas à certaines formules, certaines propositions artistiques sont un petit peu plus modernes ou un petit peu plus festives, disons. Mais je pense que la solution va reposer sur une belle communication et il va falloir cultiver la solidarité et le respect entre tout le monde. Nous, on est bien conscients qu'on vend un produit de luxe. Les gens, ils veulent se vêtir, ils veulent s'occuper de leur enfant, ils veulent manger, payer leur hypothèque et tout ça. Ça, c'est la priorité numéro 1. Nous, on est un produit de luxe par rapport à ça. On est du produit du divertissement. Je dis qu'on vend du plaisir, on vend du bonheur. Mais dans le contexte, quand on est plusieurs à opérationnaliser la même affaire, c'est sûr que la saturation devient plus difficile à compliquer, plus difficile à contrôler, parce que justement, tu n'es pas le seul à occuper l'espace dans ce contexte-là. Bien là, il y a aussi toute l'arrivée du numérique qui préoccupe les diffuseurs, qui préoccupe le Rosec aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Il faut que le numérique soit au service de la diffusion et de la collectivité et non l'inverse. Il faut vraiment que je pense que il y a quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Ça serait tentant pour le gouvernement et pour les milieux de la production de faire des méga-productions, de les capter, et après ça, de dire, bon, OK, on va les distribuer par l'intermédiaire
de la filmographie ou n'importe quoi, puis ben carrément, on va le diffuser en direct sur écran géant, par la fibre optique, par numérique et tout ça. Mais moi, je pense que ça va être un des moyens. Il faut que ça reste un des moyens. Mais il ne faut pas enlever l'art vivant. L'art vivant, en tout cas, moi, je pense que c'est l'âme d'un peuple. L'importance de la culture, puis il faut aller plus loin, il faut qu'il y ait une vision avec ça. Il faut que tu apportes une vision sur plusieurs années, il faut que tu aies une vision pour comment tu vas aider à la création, comment tu vas te soutenir tes créateurs, tout ça. Et puis j'ai pas l'impression que les gouvernements sont conscients de ça, ou il faut toujours le rappeler. Ça ne devrait pas toujours, à chaque élection ou à chaque demi-mandat, de leur dire, écoutez, la culture, là, on a besoin partout, on a besoin dans toutes les régions, on a besoin au Québec. C'est ce qui nous donne du souffle, c'est ce qui nous donne un projet, c'est ce qui nous nourrit. Il va falloir que quelqu'un explique au gouvernement de Legault, qui est élu, et aux autres qui vont venir, que la culture, c'est plus important que tout le reste. C'est drôle parce qu'ils ont passé tout le temps. Je trouve que le Québec, ce que je leur reproche, c'est souvent aux nationalistes québécois, c'est d'avoir les deux yeux rivés sur la loi 101 seulement. Mais il n'y a pas juste la langue. La langue, c'est un outil très efficace. C'est un pilier central de la culture, mais ce n'est pas la culture, la langue. Pas juste la langue. Parce qu'on peut apprendre la langue française sans avoir aucun lien avec la culture québécoise. C'est un outil. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que c'est encore pertinent d'avoir une organisation comme ça? Moi, je pense que c'est essentiel. Mais le Rosec, comme, mettons, la vieille usine, il va falloir aussi, à un moment donné, rebrasser la sauce puis la mettre au goût du jour. Les choses évoluent. Fait qu'il faut que le Rosec évolue aussi en même temps que le reste du monde. Mais c'est une organisation d'une importance capitale, selon moi. Parce que relier un si vaste territoire, ça prend des gens, ça prend un cœur. Et le Rosec est le cœur de ça. C'est essentiel. Je pense laisser derrière moi un esprit de famille en premier. Ça, je pense que j'ai réussi ça en 20 ans, à créer ça. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas avant, mais au moins à consolider ça, à faire prendre conscience aux plus gros diffuseurs que les petits ont besoin d'eux, que chacun, tout le monde a besoin de l'autre. Et plus tu es loin du centre, plus tu as besoin des autres. Ça, j'ai réussi, je pense, à bien faire vivre ça, cette émotion-là au sein du Rosec. Puis j'espère que ça va rester. C'est important de conserver ces acquis-là, de protéger vraiment tout ce qui a été développé, tout en regardant vers l'avenir et en étant capable d'être un précurseur, d'être vraiment en avant de toutes ces nouvelles tendances-là qui s'en viennent. Je pense qu'on va toujours demeurer et on doit demeurer l'interlocuteur privilégié des arts de la scène ici dans l'Est du Québec, à toujours être une cheville de coordination la plus efficace possible entre les artistes, les diffuseurs, entre les agences, entre les communautés. On se doit d'avoir ce rôle-là. Puis je pense que le Rosec l'a toujours bien porté. Il va réussir à le porter à travers tous les défis qui sont bien pointants devant lui.